Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour, monsieur Etienne Ngandou. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, la Cour suprême de justice a condamné le jeudi 11 septembre les députés de l'opposition Jean-Bertrand et Wanga à 12 mois de prison ferme pour offense au chef de l'État, Joseph Kabila, mais aussi pour outrage au président des deux chambres du Parlement et au Premier ministre Matata Ponyo. C'est Radio Okapi qui rapporte cette information. Le secrétaire général de l'UNC avait été arrêté le 15 août dernier au lendemain d'un rassemblement de l'opposition tenu à la place Sainte-Thérèse d'Endjili à Kinshasa. Tout d'abord, M. Mbelou, que vous inspire cette décision de justice? Est-elle une surprise? Pas du tout. Ce n'est pas une surprise en la mesure où la justice au Congo est instrumentalisée par les seigneurs de la guerre qui ont infiltré les institutions formelles du pays, des institutions formelles vides de contenu. Donc ces seigneurs de la guerre se servent de la justice pour pouvoir verrouiller l'espace public et museler tous les Congolais et toutes les Congolaises qui voudraient résister contre leur système de prédation et de la mort qu'ils sont en train d'installer au Congo. Pour vous dire que cette décision-là ne m'a pas du tout surpris. C'est au cours de ce meeting que Jean-Bertrand et Wanga auraient tenu les propos qui lui valent cette condamnation. Et Vital Kamerhe avait affirmé un jour plus tôt avant cette décision de justice qu'il n'existe aucune infraction dans les codes pénals congolais qui soit qualifiée d'offense au chef de l'État. Pourquoi les juges se sont-ils acharnés à trouver matière pour condamner Ewanga selon vous? Oui, mais sur cette question-là, il y a à manger, à boire. Je persiste à dire que beaucoup d'acteurs politiques congolais sont en train de faire une fausse lecture de notre histoire. Ils ne se sont pas encore fait à l'idée que ceux qu'ils appellent responsables des institutions congolaises sont pour la plupart les seigneurs de la guerre. Les seigneurs de la guerre qui ont eu du mal à pouvoir se convertir en homme politique et en homme d'État. Alors, quand vous avez affaire aux seigneurs de la guerre et que vous leur tenez un discours du droit, un discours de la justice, et que vous ne comprenez pas que ces gens-là n'ont pas réussi à se convertir en homme politique et en homme d'État, ou vous devenez leur complice, ou vous ne comprenez pas comment les choses se passent au pays. Donc continuez à s'adresser à ces messieurs-là qu'on appelle ministres, qu'on appelle chefs de l'État, comme s'ils s'étaient réellement convertis en homme politique, à un homme d'État. À mon avis et à mon humble avis, c'est faire complètement fausse route. Il faudrait peut-être trouver un autre discours, s'organiser autrement, constituer un véritable contre-pouvoir pouvant résister contre ce que ces seigneurs de la guerre sont en train de faire. J'ai la nette impression que depuis la guerre de l'AFDL jusqu'à ce jour, plusieurs d'entre nous n'ont pas compris qu'il n'y a pas eu, pas du tout, mutation, un passage entre ce que ces gens-là ont été quand ils sont venus au Congo avec les proxys des pouvoirs extérieurs que sont le Rwanda et l'Ouganda, et ce qu'ils sont aujourd'hui. Il y a un malentendu à ce niveau-là. Si ce malentendu-là n'est pas levé, on va tourner en rond et on ne pourra trouver aucune solution convenable à la tragédie congolaise actuelle. On va encore arrêter d'autres Ewanga, on va encore arrêter d'autres Djomi, on va encore arrêter d'autres Koutino. Il y a là l'expression d'un sous-système de violence entretenu par les seigneurs de la guerre qui ont infiltré les institutions congolaises. C'est ce malentendu-là qu'il faut lever une fois pour toutes
pour pouvoir reconstruire un autre discours pouvant aider le Congo à sortir de sa tragédie, à échapper au processus de balkanisation et d'implosion dans lequel il est sérieusement engagé. Mais M. Mbelou, les déroulements de tous ces procès a ressemblé un peu à un mélodrame. Il y a eu notamment plusieurs suspensions d'audience, des batailles procédurales entre la Cour et la défense. Et au final, il y a cette condamnation qui pose fondamentalement la question de l'espace politique qui ne semble pas du tout exister pour l'opposition au Congo des Kabila, M. Mbelou. Il n'y aura pas, il n'y aura pas d'espace politique. Il n'y aura pas d'espace politique pour tous ceux et toutes celles qui auront des avis contraires à ceux de seigneurs de la guerre qui sévissent au sein des institutions congolaises formelles aujourd'hui. Quand vous relisez l'un des textes de la Fédération internationale des droits de l'homme auquel j'ai fait allusion, ce texte-là a été publié en 2009, la République démocratique du Congo, la dérive autoritaire. Quand vous lisez ce texte-là, vous allez trouver qu'il y a une constance entre ce qui s'est passé vers les années 2006 et ce qui se passe aujourd'hui. Donc, le travail que font ces messieurs qui ont infiltré les institutions congolaises, c'est de pouvoir éviter toute parole discordante qui pourrait remettre en question et de manière fondamentale leur façon de pouvoir conduire ce pays-là à son implosion et à sa balkanisation. C'est pour vous dire qu'il n'y aura pas d'espace pour toute parole discordante dans ce pays-là. Et une parole discordante sérieuse, c'est d'un. De deux, ces messieurs ont déjà dit à voix haute et audible que la politique est pour eux un problème de survie, le lieu où ils exercent leur instinct de conservation. Alors, n'allez pas demander aux gens qui travaillent à leur survie et qui exercent leur instinct de conservation en politique, n'allez pas leur demander de dire le droit, de dire la justice. Ça ne rentre pas dans leurs préoccupations. C'est encore une fois ce que j'entends par malentendu. Nous voulons, ou certains acteurs politiques, comme certains acteurs de la société civile congolaise, voudraient engager un débat politique, un débat juridique avec des personnes qui n'y croient pas et qui ont instrumentalisé la justice. Comment faire pour éviter ce quiproquo et créer d'autres lieux de débat, d'autres lieux d'évaluation de la marche du pays, au lieu d'être toujours en confrontation avec ces seigneurs de la guerre qui ont infiltré les institutions congolaises. Mais, oui. Justement, comment faire pour y parvenir? Ce qu'il faut faire, c'est, entre autres, organiser un contre-pouvoir, c'est-à-dire un grand mouvement populaire unifiant toutes les organisations, toutes les forces politiques et sociales qui croient qu'il est temps de pouvoir opérer une rupture entre l'avant-guerre de l'AFDL et l'après-guerre de l'AFDL. Et cette structure-là, ce mouvement unifiant, ce mouvement populaire unifiant, qu'on pourrait même appeler le Front populaire de la résistance, ne pourra exister et de manière légitime et efficace si il réussit à se doter des différents moyens nécessaires à sa politique. Des moyens qui soient matériels, spirituels,
culturels, politiques et économiques. Et surtout, des moyens sécuritaires. La grande difficulté aujourd'hui est que les services de sécurité, l'armée, la police, sont infiltrés de l'intérieur par des militaires, des soldats qui sont venus de l'extérieur. Il y a un lien que j'ai mis à mon dernier article intitulé Les Pomba et les Kuluna, deux points, la face visible d'un sous-système violent. J'ai mis un lien indiquant qu'il y a eu des accords secrets pardon, par ces mêmes seigneurs de la guerre avec certains pays voisins pour que notre armée, que l'armée du Congo, Kinshasa, soit davantage infiltrée par des éléments extérieurs. Donc nous n'avons pas de services de sécurité sur lesquels les véritables fils et les filles de ce pays-là peuvent compter pour pouvoir rompre avec le phénomène de leur colonisation actuelle. Donc, il est temps de pouvoir constituer un grand mouvement unifiant qui soit un véritable contre-pouvoir, mais un mouvement qui ait les moyens de sa politique et tous les moyens de sa politique. Et ça doit être au niveau des associations et des partis, des forces politiques et sociales allant dans ce sens-là que le véritable débat peut s'organiser. Très bien, les réactions à cette condamnation n'ont pas tardé. C'est ainsi que, dans une déclaration faite le samedi 13 septembre à la presse, Jean-Claude Mouemba s'est dit consterné par la condamnation du député Jean-Bertrand Ewanga à 12 mois de prison ferme et a dénoncé les mauvais traitements réservés aux députés nationaux qui ne sont plus protégés. Monsieur Mbelou, on sent une espèce d'impuissance dans l'opposition dans cette affaire. Oui, mais l'impuissance est liée au fait que cette fameuse opposition s'est engagée dans un processus qu'elle ne maîtrise pas. Le processus lui échappe. Et je vous redis pourquoi. Ces institutions qu'on appelle présidence de la République, Parlement, Assemblée nationale, Sénat, sont des institutions formelles, mais vides de contenu. Si ces institutions avaient quelque contenu, certaines questions d'actualité auraient pu être traitées dans ces institutions-là. Voilà que on a dû, en un clin d'œil, enlever l'immunité à un député national et le jeter en prison comme n'importe quel citoyen congolais. Alors, réfléchissons un peu. Si un député national, supposé avoir une immunité, peut être jeté en prison de cette manière-là, qu'adviendrait-il à un citoyen X ou Y qui ne jouit d'aucune immunité au Congo? C'est pour vous dire que les institutions auxquelles nous nous référons aujourd'hui sont des institutions vides de contenu et elles ne contrôlent pas le processus d'implosion, de balkanisation et de récolonisation du Congo tel qu'il est en train de se mener. Donc, cette impuissance qu'on sent aujourd'hui dans le camp de la fameuse opposition révèle le vide qui sévit au niveau de ces institutions-là. Voilà pourquoi les amis de la fameuse opposition devrait, comme je le disais déjà l'autre fois, faire un pas à côté, rompre avec ces institutions vides de contenu et rejoindre, recréer avec les compatriotes qui sont déjà très avancés dans cette matière-là, recréer le Front populaire de la résistance contre les seigneurs de la guerre ayant infiltré les dites institutions. Il me semble, oui. Mais M. Mbelou, cette opposition n'a-t-elle pas quand même le mérite d'exister? Mais le mérite d'exister pour faire quoi? Et elle a fait quoi? Elle a existé. Qu'est-ce qu'elle a produit comme texte pouvant, par exemple, contrôler l'exécutif ou
la fameuse présidence de la République. Je donne deux, trois exemples. Il y a eu une initiative qui a été prise pendant que cette fameuse opposition qui participe aux institutions formelles était en vacances. La révision des frontières de la République démocratique du Congo. Est-ce normal qu'il y ait des initiatives qui se prennent, des initiatives engageant la souveraineté d'un pays et que le Parlement ne puisse pas être impliqué? Un premier exemple. Un deuxième exemple. Il y a eu un journaliste américain qui a parlé d'une somme d'argent très importante qui serait détenue en dehors de la République démocratique du Congo. Si nous avions de véritables institutions ayant un véritable contenu, ou la justice, ou l'opposition au Parlement se serait saisie de ce dossier-là pour en savoir plus. Jusqu'à présent, silence radio. Alors, quand vous me dites que cette opposition ou cette, a quand même le mérite d'exister, ou ces institutions ont le mérite d'exister, c'est pour qu'elles fassent quoi? Qu'est-ce qu'elles font qui aide le pays à pouvoir aller de l'avant? Peut-être, si vous me dites qu'un certain activisme politique est nécessaire, même dans des gouvernements non démocratiques, je pourrais vous le concéder. Mais, à l'allure où vont les choses, il serait temps que cette fameuse opposition puisse s'interroger, évaluer sa marche de l'intérieur et opter pour d'autres stratégies et d'autres tactiques de travail politique. À l'allure où vont les choses, elle va être impuissantée en tout et pour tout, elle va tourner à vide. C'est ce que personnellement je crains. Mais M. Mbelou, face à l'absence des résultats, hein, face aux différentes revendications que l'on pose, hein, entre guillemets, face au pouvoir, est-ce que on sent que l'opposition n'est pas prise au sérieux et que voilà, on l'accuse un peu de tous les maux face à l'absence des résultats? Est-ce que n'est-elle pas un peu un bouc émissaire, hein, de cette absence de résultats? Non, elle n'est pas un bouc émissaire. Je vous disais qu'elle s'est engagée dans un processus qu'elle ne maîtrise pas. Regardez, ce n'est pas tous les jours qu'on en parle. Et monsieur comme Étienne Tshisekedi, pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas impliqué dans ce processus-là? On peut l'accuser de tous les maux, mais on sent que c'est quelqu'un de constant et c'est quelqu'un qui a quand même une certaine maîtrise de la façon dont les seigneurs de la guerre mènent leur danse au Congo aujourd'hui. Il a commis des erreurs. Il pourra encore en commettre. Ne commettent pas des erreurs que ceux qui n'agissent pas. Mais vous vous rendez compte que ce monsieur ne s'est pas engagé dans ce processus. Donc, l'opposition qui accompagne les seigneurs de la guerre dans ce processus qu'elle ne maîtrise pas est plus ou moins complice de ces seigneurs de la guerre. Cela d'autant plus qu'elle leur reconnaît certains titres comme président de la République, comme ministre de ceci, de cela, alors que ces messieurs, je le répète, n'ont pas fait le pas, ils ne se sont pas transmués en homme politique et en homme d'État. Ils demeurent les seigneurs de la guerre jusqu'à ce jour. Donc si cette opposition ne comprend pas qu'elle accompagne un processus qu'elle ne maîtrise pas, si cette opposition ne comprend pas qu'elle doit pouvoir rejoindre le Front populaire qui pourrait constituer un contre-pouvoir face à ces seigneurs de la guerre, je vous le redis, elle va tourner à vide, elle va se fatiguer et elle va plonger dans une inefficacité qui ne lui sera préjudiciable. Très bien. Parlant d'absence d'espace politique pour l'opposition, il apparaît que le bilan des régimes Kabila père et fils soit largement négatif sur ces plans des libertés d'expression. Monsieur Mbelou, je suis tenté de dire qu'il est loin les temps de la transition politique sous Mobutu où la liberté d'expression s'exerçait bien mieux, aussi bien dans les médias que sur la place publique.
Et sur cette question-là, j'ai ma lecture qui va un peu dans le sens de ce que vous dites. Et ce n'est pas pour rien que ce processus a été cassé. Donc, à partir des années 90 et déjà vers les années 80, avec la publication de la lettre de 13 parlementaires, il y a eu beaucoup d'espaces de liberté qui se sont créés. Les compatriotes se sont battus sérieusement pour créer ces espaces de liberté et arriver avec beaucoup de peine et de souffrance et même de sacrifices, à fragiliser l'aigle de Kawele. Souvenez-vous que les compatriotes avaient réussi à faire partir M. Mobutu de Kinshasa et il est allé s'asseoir à Badolité parce que Kinshasa devenait un lieu de débat très mouvementé et M. Mobutu se sentait un peu mis à l'étroit. Bon, il y a eu par après les pressions de l'extérieur. Pour revenir encore un peu à cette époque-là, c'est à cette époque que les gens comme les Mende, les gens comme les Moubake, les gens comme les Mfonkoltio et les autres se sont illustrés par un débat suffisamment rationnel et ils le faisaient au cours de l'émission animée par Chantal Kanimbo, l'émission qui était intitulée Deux sons de cloche. Donc, ce processus a été cassé par la guerre de l'AFDEL. Je me suis toujours demandé si ce n'est pas parce que les maîtres du monde ont eu peur que les Congolais, ayant compris réellement ce qui s'est passé dans leur pays, n'arrivent à s'organiser eux-mêmes pour pouvoir avoir un pays souverain au cœur de l'Afrique. Monsieur Mbello, comment expliquer par exemple que ce que vous venez de citer, Mende par exemple, et Bodo Marini par exemple, qui étaient des acteurs majeurs de cette époque, soient devenus des agents de la dictature actuelle au pouvoir à Kinshasa? Mais même à cette époque-là, ils jouaient déjà un jeu double, mais nous, comme nous étions des néophytes, nous ne comprenions rien. J'ai même appris que pendant que certains de ces messieurs que je viens de citer débattaient sérieusement contre Mobutu, le soir, ils allaient chercher l'argent chez Mobutu. Donc, c'est ce double jeu-là qui a fait que ces messieurs manquent de la consistance et qu'à un certain moment, on puisse les retrouver dans plusieurs rébellions, au RCD-X, au RCD machin. Donc, il y a eu quand même des acteurs politiques de cette époque-là et qui ont changé de camp, peut-être pour des motifs de précarité, peut-être parce qu'ils étaient déjà habitués à un double jeu. Ils sont passés facilement dans les camps qui pouvaient leur fournir à manger et à boire. Ils ont trouvé peut-être qu'il était temps de pouvoir faire leur politique du ventre. Mais, même si nous avions été des néophytes, à ce moment-là, nous avions senti qu'il y avait un véritable débat politique au Congo. Donc, ajoutons-y les interventions des messieurs comme Liaou, à chose à la conférence nationale, toute cette tête-là, toute cette matière grise congolaise qui intervenait avec beaucoup d'à-propos. Et c'est à ce moment-là que nous sommes rendus compte que nous avions une élite douée dans presque toutes les matières qui pouvaient aider notre pays à aller de l'avant. Et voilà que la guerre de l'AFDEL est venue casser toute cette dynamique-là et nous sommes rentrés loin dans notre histoire. Aujourd'hui, il suffit d'émettre un point de vue qui ne plaît pas au seigneur de la guerre sur place. Vous êtes mal vu et vous êtes mis au cachot. Et le comble est que un monsieur comme Mende, qui était un excellent débatteur, j'ai dit, peut-être à ce moment-là, nous étions encore des néophytes, on ne peut pas nier le fait que ça a été un excellent débatteur. Aujourd'hui, on le retrouve comme ministre
des médias, de la communication, et il mène la guerre au débat. C'est là que, à un certain moment, on perd son latin, on dit, mais bon, il n'y a que. Mais l'homme a changé du tout au tout. Mais peut-être que c'est sa véritable nature qui s'est révélée. Très bien. L'opposition projetait d'organiser le samedi 13 septembre une marche pour protester contre la révision de la Constitution à venir. Et le ministre provincial de l'Intérieur de Kinshasa, M. Emmanuel Akweti, a affirmé n'avoir pas autorisé la tenue de cette marche pour des raisons d'organisation. C'est Radio Okapi qui rapporte cette information. Monsieur Mbelou, est-ce suffisant comme raison pour interdire, surtout que ce n'est pas la première fois que les autorités congolaises évoquent ce genre de raisons? Ah, vous les appelez autorités congolaises. Vous savez, quand on parle du mot autorité, il y a dedans un verbe latin, augere, qui signifie faire croître. L'autorité, c'est ce qui fait croître la vie, ce qui donne la vie, ce qui fait épanouir la vie. L'autorité, ce n'est pas ce qui étouffe la vie, ce qui casse la vie. Donc, ces messieurs-là, vous pouvez les appeler ministres de ceci ou de cela, n'étaient pas prêts à pouvoir se livrer à un jeu démocratique. Voilà pourquoi, à un certain moment, je ne sais plus dans quelle émission faite avec vous, j'avais soutenu l'hypothèse selon laquelle, quand on parle du Congo comme une jeune démocratie, on ne sait pas ce qu'on dit. Non. Et comme je suis en train de le répéter à travers cette émission, les institutions formelles sont là, mais elles souffrent d'un grave déficit démocratique. À Kinshasa, dans la fameuse constitution qu'on évoque là, on ne demande pas qu'on puisse autoriser les manifestations. On demande que ceux qui organisent les manifestations avertissent un point entrée. Mais voilà, encore une fois, une violation de la constitution. Donc, même si j'ai fait allusion à toutes ces règles, c'est pour vous dire que ces messieurs-là n'obéissent pas aux textes et aux règles. Ils s'inscrivent dans un processus d'enrichissement sans cause, d'implosion et de balkanisation du Congo. S'ils peuvent s'enrichir sans cause et que demain le Congo implose ou soit balkanisé, ils iront chercher ou vivre ailleurs, faire vivre un Congo démocratique. Ce n'est pas leur souci. Même s'ils n'avaient pas évoqué cette raison selon laquelle il y avait un meeting à Lemba, et s'il autorisait une autre manifestation, il n'y aurait pas moyen de coordonner la sécurité des manifestants. Même s'il ne trouvait pas cette raison-là, il en trouverait une autre qui va à l'encontre de l'expression démocratique. Ce sont les Congolais assistant à cette manière de faire qui devraient se dire non, il ne sert à rien de pouvoir continuer à croire que ces gens vont se convertir demain en hommes d'État et en démocrates. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas parce qu'un morceau de bois reste dans l'eau pendant longtemps qu'il va se transformer en crocodile. Et on le dit bien, on le dit si bien en lingala. Ça ne sert à rien. Oui, justement, en parlant des Lemba, à l'occasion, on a pu remarquer que l'opposition congolaise a étalé une fois de plus au grand jour ses divisions, puisque les groupes de Lisanga Bonganga a tenu meeting à Lemba avec l'autorisation du pouvoir. Comment expliquer la bienveillance du pouvoir face au groupe de Lisanga Bonganga? Et vous appelez ça bienveillance? Il n'y a pas de bienveillance. Il y a une corruption morale. N'oubliez pas que, en principe, un gouvernement devrait être mis sur pied aujourd'hui, avant l'ouverture des travaux de la fameuse Assemblée nationale demain. Il y a un appel de pied qui est fait à l'endroit de ces fameux opposants pour qu'ils fassent partie du gouvernement dit de cohésion nationale. Alors, pour pouvoir
donner beaucoup de chance à cet appel de pied, on tolère les uns et on ne tolère pas les autres. Mais le principe que ce sous-système ensauvagé applique, c'est lequel? C'est le même qu'appliquent les maîtres du monde. C'est le simple principe du diviser pour régner. Et ne disons pas que nos fameux opposants n'étalent pas leurs égaux. À un certain moment, comme ils courent derrière les postes de pouvoir et qui n'ont pas un véritable programme de sauver la souveraineté du pays, de sauver les terres du pays, de pouvoir redonner la dignité aux Congolais et aux Congolaises, ils surdimensionnent leurs égaux et c'est d'abord, à un certain moment, pour pouvoir donner la chance à leur politique du ventre. Très bien, pour finir, la plénière consacrée à l'ouverture de la session de septembre doit se tenir demain, lundi 15 septembre, au Palais du Peuple de Kinshasa. Et durant cette session budgétaire, selon des sources et Radio Okapi également qui rapportent cette information, plusieurs questions politiques seront aussi examinées. Il s'agit notamment du projet de révision de la Constitution. Et c'est dans ce contexte que vous venez de publier votre tout dernier texte intitulé Les Pomba et les Kuluna, la face visible d'un sous-système violent. De quoi s'agit-il exactement dans ce texte, M. Mbelou? Dans ce texte, j'ai fait d'abord allusion au fait que nos jeunes catcheurs, nos jeunes boxeurs, nos jeunes désœuvrés ont envahi la Cour suprême de justice pour exiger des juges qu'ils puissent condamner à tout prix M. Bertrand Ewanga. Et ce qui s'est passé ce jour-là, c'est qu'en dit le journal Le Phare, la salle d'audience a été vidée. Pourquoi? Parce que les compatriotes qui étaient venus avaient peur de tomber sous les coups des Pomba. Comment un pouvoir qui croit nous avancer en démocratie peut laisser sa justice entre les mains des jeunes désœuvrés et opposer ces jeunes désœuvrés à leurs compatriotes? Et ces Pomba, on les utilise de cette façon-là quand on veut institutionnaliser le banditisme. Mais les mêmes peuvent être tués quand ils sont appréhendés comme des Kuluna, menant la vie dure aux Congolais. Quand ils s'en prennent à leur créateur, ils deviennent des Kuluna qui doivent être tués. Et vous avez encore sur Congo One beaucoup de cadavres, des photos des cadavres de ce qu'il y a eu le 30 décembre à l'aéroport de Ndili et à la radio du Congo-Kinshasa. C'est cette instrumentalisation de nos jeunes abrutis dans un pays qui compte aujourd'hui 18 millions d'analphabètes que ce petit article essaie de décrire en disant ceci: les Pomba et les Kuluna sont les créatures d'un sous-système ensauvagé du néolibéralisme, entretenu par les seigneurs de la guerre qui aujourd'hui encore signent des accords secrets avec les pays voisins ayant envahi le Congo en 1996. Et avec ces accords signés, une permanente infiltration des institutions congolaises par des éléments étrangers se poursuit. Et on brutalise les Congolais, on fait peur aux Congolais pour qu'ils ne parlent pas de ces questions-là, parce que s'ils abordent ces questions-là, ils vont être qualifiés de racistes et de xénophobes. Et n'oubliez pas qu'il y a d'autres questions que les Congolais n'arrivent pas facilement à aborder par peur d'être victimisés. Il y a la question de l'eau, il y a la question du pétrole qui est bradé, il y a la question de l'eau qui va se poser demain. Donc, comme toutes ces questions sont gérées par les seigneurs de la guerre ayant infiltré les institutions formelles
du Congo-Kinshasa, il devient dangereux aujourd'hui de pouvoir les aborder sans être jetés ou en prison ou sans devenir la proie facile des Pomba. Voilà comment, au Congo-Kinshasa, les seigneurs de la guerre sont en train d'abrutir nos jeunes, sont en train d'indiquer à nos jeunes qu'il n'y a d'autre voie pour leur épanouissement humain que la voie de la violence. Espérons que ces questions seront aussi abordées à l'Assemblée nationale demain. Mais il n'y a rien à attendre de cette Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que ceux qui l'ont convoqué ont fait de la politique une question de survie, une question liée à leur instinct de conservation. Très bien, merci beaucoup, M. Mbelou, et à la semaine prochaine. Merci bien, Monsieur Étienne Nandou, et à la semaine prochaine.